Bonjour à tous, donc, bienvenue sur ce webinaire dédié au métier du social. Donc pour ce webinaire, aujourd'hui, on accueille Hélène Reverdy, qui est conseillère emploi-formation à Uniformation, Anne Grimaud, qui est technicienne en intervention sociale et familiale à l'ADMR 49, et donc qui vont nous parler du métier de TISF tout à l'heure justement, et puis Didier Botton, qui est directeur général d'Inalta, donc un employeur du secteur social. Vous aurez une présentation tout à l'heure d'Inalta et puis des éléments de la part de Monsieur Botton sur les questions de recrutement, notamment dans le secteur social aujourd'hui. Alors, pour démarrer ce webinaire, on va lancer une courte vidéo pour déjà pouvoir définir de quoi on parle quand on parle du secteur social. Donc, juste un petit instant, le temps que je lance le partage d'écran. C'est parti. Qu'est-ce que je connais des travailleurs sociaux? Je connais peut-être un peu les handicapés. Un groupe de personnes qui aident les gens en difficulté. Personnes qui s'occupent d'enfants ou de personnes en insertion. Qui aident des jeunes issus d'un quartier, par exemple. Qui complètent le travail de la famille quant à l'éducation des jeunes. Pour que la personne puisse trouver soit un travail, un équilibre de vie. Résoudre nos problèmes dans la vie. Pour les aider à se remettre dans le travail, je sais pas. Les missions. Aider les gens à se construire, à se reconstruire. Eh bien, à accompagner les gens en difficulté. Pour aider les familles à élever leurs enfants, par exemple. Pour des démarches au niveau des CV, des recherches d'emploi, etc. Les aiderait à se développer, à grandir, aider les enfants à s'extraire de milieux difficiles. Il les accompagnerait dans leur vie, quoi. Voilà, du coup, qui dresse un petit peu le portrait des métiers du social. Donc, on va revenir sur un certain nombre d'éléments. Donc, petite précision sur le fait que cette vidéo a été réalisée par des étudiants qui étaient en formation en travail social, donc avec un micro-trottoir. Donc, effectivement, se rappeler aujourd'hui de quoi on parle quand on parle des métiers du social. Alors, les métiers du social, c'est plusieurs familles de métiers. Il y a une famille de métiers qu'on appelle l'aide sociale, où on va retrouver les métiers d'assistant de service social, de conseiller en économie sociale et familiale, de médiateur familial aussi. Il y a tous les métiers qui relèvent de ce qu'on appelle l'éducation spécialisée. Donc, on va retrouver des professionnels qui accompagnent les élèves en situation de handicap. On va retrouver les professionnels qu'on appelait en tout cas les AMP. Il y avait le diplôme d'aide médico-psychologique qui a été remplacé. On y reviendra plus tard dans le webinaire. On va retrouver tous les métiers d'éducateurs, de conseillers pénitentiaires d'insertion et de probation également. On va retrouver également les animateurs. Et puis, on a les métiers de l'encadrement aussi. C'est un sujet aussi sur la question du recrutement dans le secteur social, les postes d'encadrement. On va retrouver aussi dans le secteur social tout ce qui relève de l'insertion professionnelle, tout ce qui relève de l'aide à domicile. Donc, on trouve les assistants familiales, les auxiliaires de vie sociale et puis les techniciens de l'intervention sociale et familiale. Et enfin, on retrouve aussi un autre secteur qui est moins lié pour le coup à un public, qui est plutôt lié à des territoires. Donc, c'est tout ce qui relève du développement local. On retrouve également ces métiers-là. Je vous précise que ces ressources, elles sont issues d'un magazine publié par l'ONICEP qui s'appelle les ONICEP Parcours, donc les métiers du social, donc qui a été publié en 2019. Si on revient par rapport à ce qui a été dit tout à l'heure dans le micro-trottoir, effectivement, on voit que les travailleurs sociaux exercent auprès de publics variés. Donc, ça peut être sur des problématiques aussi différentes que le handicap, la question de la perte d'autonomie, des questions de précarité économique, des questions de délinquance, de maltraitance. Donc voilà, les situations vont être assez variées et les missions également des travailleurs sociaux vont être variées entre l'accompagnement, le conseil, l'éducation, la protection, la réinsertion.
Du côté des employeurs du secteur, on va retrouver un certain nombre on peut retrouver le secteur associatif qui est très présent donc, dans le secteur social. On veut retrouver aussi des collectivités locales, puisqu'il y a des travailleurs sociaux qui travaillent donc, dans des communes ou dans les départements également. On retrouve des organismes sociaux et des entreprises, donc organismes sociaux type la CAF et la CPAM. Et puis, il y a des travailleurs sociaux qui peuvent être aussi dans les entreprises, donc sur les services sociaux dans les entreprises pour accompagner les salariés. On retrouve également des travailleurs sociaux dans la fonction publique hospitalière et dans certains ministères, donc fonction publique d'État également. Et enfin, on peut exercer une activité en tant que travailleur social, donc dans l'aide à domicile. Donc, notamment, il y a les assistantes maternelles et puis il y a tous les professionnels qui interviennent au domicile des familles. On va le voir tout à l'heure avec Madame Grimaud, justement, sur sa fonction de TISF. En termes d'emploi salariés en Pays de la Loire, le secteur social, c'est environ 54 000 salariés. Ça représente 5% de l'emploi salarié. Et depuis de 2007 à 2019, vous voyez que le nombre de salariés dans le secteur social s'est fortement accru, puisqu'on ça a augmenté de 29%, alors que dans tout secteur d'activité, l'emploi salarié a augmenté seulement de 8,7%. Donc voilà, on voit que c'est vraiment un secteur qui est en forte croissance en nombre de salariés. Et donc, derrière, ça pose aussi la question de la recherche de compétences. Ça va être un peu le sujet aussi de ce webinaire, justement, sur la question des compétences et la question des personnes que vous accompagnez, vous, dans vos structures, et comment les conseiller sur le choix d'un métier, sur le choix d'une formation, etc. Sur les projets de recrutement, donc là, on est sur des données issues de Pôle emploi, qui a fait un portrait sectoriel de l'action sociale. Vous voyez que les aides à domicile, aides ménagères, donc tous les professionnels qui interviennent au domicile des familles, on est sur 2021 sur 5160 projets de recrutement, avec les employeurs anticipent que 83% de ces recrutements risquent d'être difficiles. Et puis, on voit que sur d'autres métiers, alors c'est une enquête, il y avait aussi des professions santé, donc qui sont en gris, mais vous voyez, tous celles qui sont en jaune sont bien effectivement les métiers du social. On voit qu'il y a des projets de recrutement aussi, donc d'animateurs et de directeurs, alors avec une part plus importante de saisonniers sur l'animation. Sur les éducateurs spécialisés aussi, on est à 983 projets de recrutement en 2021 en Pays de la Loire. Les assistantes maternelles, les employés de maison et personnel de ménage. Et puis, sur les assistants sociaux, les conseillers en économie sociale et familiale, on est à 333 projets de recrutement. Donc voilà, il y a vraiment des perspectives sur tous ces métiers au niveau régional. Sur la question des compétences, donc là, on est toujours sur une étude de Pôle emploi sur les métiers de l'action sociale et de la santé. Ce qui a été relevé dans cette étude-là, et je pense qu'on aura l'occasion d'y revenir avec les témoignages tout à l'heure, c'est effectivement l'importance des compétences comportementales. Donc vous les voyez à l'écran, capacité à communiquer, à travailler en équipe, à s'adapter aussi à des événements imprévus. Ça fait vraiment partie des compétences qui vont être recherchées dans le secteur social. On reviendra sur le focus formation à l'issue. Je vais proposer du coup à Hélène Reverdy d'activer son micro, et puis Madame Grimaud également, pour qu'on va faire un focus sur le métier de TISF. Bonjour à toutes et à tous. Donc Hélène Reverdy, Uniformation. Alors Anne, effectivement… Bonjour. Donc, en tant que TISF, je vais te demander, dans un premier temps, très rapidement, de manière synthétique, si tu peux nous présenter ton parcours et finalement ce qui t'a amené à effectivement exercer ce métier, dans un premier temps. Bonjour à tous. Alors, je suis TISF à la DMR 49, donc j'interviens à domicile. Alors, j'exerce ce métier depuis 33 ans à la DMR. J'avais à l'époque fait un bac ES, sciences économiques et sociales. Et l'année suivante, j'avais
J'avais passé plusieurs concours d'entrée dans la santé, dans le social. Et donc, celui de travailleuse familiale, parce qu'avant, nous étions appelés des travailleuses familiales. Voilà. Et puis, voilà, j'ai suivi ma formation dans le Morbihan. Et donc, je suis TSF dans une association qui intervient à domicile. Je ne vous cache pas que le métier a beaucoup évolué. Avant, on pouvait intervenir toute une journée dans une même famille ou deux familles. Maintenant, bon, c'est plutôt 4, 5 familles par jour. On intervenait surtout sur des grossesses pathologiques, naissance, un peu de prévention, alors que maintenant, on intervient beaucoup en prévention dans le cadre de la protection de l'enfance. Et puis, voilà, après, je vous expliquerai un petit peu tout ce que je fais. Oui, donc si tu peux nous témoigner un peu de ton quotidien, en fait, du quotidien de ton travail, les problématiques que tu rencontres, les contraintes, et puis aussi, voilà, ce que tu peux apporter sur la résolution de problèmes et voilà ce qui est satisfaisant aussi, quel résultat, effectivement, on peut obtenir en exerçant ce métier. Oui, donc je peux intervenir dans le cadre de prestations CALF, tout ce qui est naissance multiple, de prestations ASE, toute l'aide sociale à l'enfance, d'actions de prévention en PMI, et aussi en complément de mesures éducatives ou de placement. Bon, c'est la grande majorité de nos travail actuels. Donc, en pratique, on fait avec les familles des gestes de la vie quotidienne dans un but éducatif et de soutien à la parentalité. On a aussi un rôle d'aide et d'accompagnement pour favoriser l'intégration de la famille dans son environnement. On encadre aussi des droits de visite des parents qui se sont vus retirer la garde de leur enfant. Et ça, on en a de plus en plus. Depuis 2 ans, on intervient dans des placements à domicile, par exemple avec Inalta. Je pense que M. Botton est d'Inalta. Donc voilà, on travaille avec Inalta depuis 2 ans. On n'a pas de journée type. Les journées sont très variées et elles ne se ressemblent pas d'une journée à l'autre. On ne fait jamais les mêmes choses. Il s'agit d'un métier qui nécessite un fort intérêt pour la relation d'aide. Il faut être aussi toujours de très bonne humeur, laisser ses problèmes perso chez soi. Il faut avoir une très bonne faculté d'adaptation à des situations très diverses. Et ça, c'est un atout primordial pour exercer ce métier. On est autonome dans les familles, mais pas seul. On travaille en équipe, en secteur avec des collègues. Et on a un travail surtout de partenariat avec d'autres travailleurs sociaux ou professionnels de la santé qui peuvent intervenir autour de la famille. Par exemple, assistante sociale, éducateur, référent ASE, péricultrice. Voilà. Quel type, enfin, si le ou la TISF, comment elle est reçue par les familles? Qu'est-ce que tu peux nous dire parce que parfois ça peut être, c'est imposé. Comment ça se passe justement dans cette relation? On peut être imposé quand c'est dans un cadre judiciaire. Mais en général, on est bien accueillis parce que les familles savent très bien qu'on est là pour les aider, pour les soulager. Donc, en règle générale, on est quand même bien accepté. De même pour les visites en présence d'un tiers, les familles, elles savent très bien qu'elles n'ont pas le choix. Il faut un tiers, donc c'est nous. Donc, en règle générale, on est bien accueillis. Moi, je n'ai pas trop de soucis de ce côté-là.
Quel type par exemple, si tu pouvais nous raconter, si tu as à l'esprit un exemple concret de problématique et comment la résolution de problèmes se passe avec effectivement notamment des partenaires, voilà, qu'est-ce qui se joue et comment ça se concrètement problématique, pas trop problématique. Après, on intervient, on travaille avec des objectifs. Donc, c'est vraiment avec la famille. Hein, on est dans la fonction de parentalité. Enfin, on aide à la fonction de parentalité. Donc, problématique, non, je peux pas dire qu'il y a vraiment de problématique. On fait toujours avec la famille. Donc, on n'intervient pas. Hein, si la famille n'est pas, on n'intervient pas. Obligatoirement, on intervient avec des objectifs qui sont posés d'abord avec les travailleurs sociaux. Donc, voilà. Je sais pas, en fait… Ça veut dire qu'il y a effectivement des objectifs au départ où chacun des protagonistes effectivement est au courant et acte effectivement ses objectifs. Et ensuite, ce que tu veux dire, c'est que tu construis avec la famille des solutions possibles qui soient acceptées par elle et effectivement pour atteindre ces objectifs et avoir du résultat. C'est ça que tu veux dire? Oui. Très bien. D'accord. Si tu devais faire le portrait, enfin le portrait robot, le bon profil pour exercer ce métier, qu'est-ce que tu dirais? Avoir une bonne ouverture d'esprit, avoir un sens de l'observation et une très bonne capacité d'adaptation. Avoir une qualité d'écoute aussi, on est beaucoup dans l'écoute, avoir un sens de l'organisation, être disponible, être patient et avoir du tact, de la discrétion et puis surtout aimer le travail d'équipe. Oui. Contrairement à ce qu'on peut penser, on est seul dans les familles, mais on a un bon travail d'équipe. Ok. Alors, effectivement, tu as effectivement de la maturité et de l'expérience sur ce métier. Hein. Comme tu disais, cela fait 30 ans. Qu'est-ce que tu pourrais dire à des jeunes voilà, qui vont aller ou qui souhaitent en tout cas aller vers ce métier par rapport à des situations qui peuvent être compliquées, parfois difficiles, même sur le plan des émotions. Qu'est-ce que tu pourrais dire à des jeunes qui souhaiteraient en tout cas aller ou en tout cas qui s'intéressent à ce métier-là? Alors, je suis en règle générale très positive. J'encadre des stagiaires, donc voilà, je leur dis que c'est un métier très riche, hein, aussi bien on donne, mais on reçoit beaucoup des familles. Et voilà, et en règle générale, je positive beaucoup sur le métier. D'ailleurs, cet après-midi, j'ai une apprentie qui vient me voir là, et donc on échange beaucoup et voilà, pour moi, c'est un métier très enrichissant. Je trouve que du positif. Je l'aime beaucoup, mon métier, et donc j'essaie de faire partager ma positivité aux jeunes, quoi. Voilà. D'accord. Si tu devais trouver des contraintes ou même si ces contraintes, l'idée effectivement c'est de les transformer et effectivement de contourner les obstacles, mais pour autant, voilà, dans l'exercice d'un métier, voilà, il peut y avoir des choses qui sont plus compliquées que d'autres ou peut-être même moins intéressantes. Voilà, qu'est-ce que tu pourrais dire? Alors, les contraintes, à l'heure actuelle, c'est plus pour les jeunes mamans qui ont des enfants en bas âge.
Dans notre métier, on peut intervenir très tôt le matin et finir tard le soir. Et c'est pour concilier la vie familiale et la vie professionnelle, c'est quelquefois difficile. C'est ce que j'entends, on entend ça régulièrement là en ce moment. C'est difficile pour les jeunes mamans d'exercer le métier de TISF. Voilà, concilier la vie familiale et la vie vie privée et vie professionnelle. Ouais. D'accord. En termes de quelle est ta plus grande motivation finalement pour l'exercice de ce métier? Ben, ce que j'ai dit tout à l'heure, hein, on donne beaucoup, mais on reçoit beaucoup des familles. Ça, c'est la relation. Ouais. Et puis le travail d'équipe, quoi. Oui. On est vraiment considéré comme travailleur social, et avec les autres travailleurs sociaux, enfin, on a vraiment un partenariat super, quoi. On a une bonne considération. Mais on trouve que le métier est quand même peu connu. Il y a encore dans des établissements qui ne connaissent pas le travail de TISF, quoi. Donc, voilà, c'est à nous de faire notre place. Je pense aussi, on a à faire notre place dans toutes les MDS, tous les centres, on a à faire notre place. Oui, quels sont les débouchés en fait pour ce métier, les évolutions? Alors, il va y avoir dans les années à venir beaucoup de débouchés. On avait fait une étude au niveau de la CPREFP des Pays de la Loire. Dans les 5 années à venir, il va manquer 120 TISF. Parce que avec la pyramide des âges, il y en a beaucoup qui vont partir à la retraite là, et il va nous manquer beaucoup de TISF. D'accord. Alors, je ne sais pas si certaines ont des questions. Ou alors, effectivement, Bertrand reprend la main pour justement par rapport à la formation et les possibilités. Et je voulais dire aussi une petite chose. En fait, moi, j'interviens à domicile, mais le TISF, il peut intervenir aussi dans des établissements spécialisés, comme les CADA, les structures d'accueil pour handicapés. Il peut aussi intervenir dans les centres d'hébergement et de réadaptation sociale ou les centres maternels. Et puis, là, c'est plus rare, mais aussi dans la fonction publique. Voilà. Merci, Anne. Merci à vous. Moi, je me demandais, est-ce que vous pourriez nous dire la durée d'intervention dans les familles à peu près? En moyenne, vous intervenez combien de temps dans une famille? Et puis, quelles sont globalement les tâches concrètes que vous allez faire? Est-ce que ça va être de l'échange beaucoup avec la famille? Est-ce que vous allez réaliser des tâches concrètes dans la maison? Comment vous intervenez du coup? Alors, les interventions, c'est très variable. Ça va de 1 heure à 3 heures, 5 heures, 6 heures, enfin, ça dépend. Quand on est en visite en présence d'un tiers, on est dans une durée de 3-4 heures. Dans les situations à 2-3 heures, en règle générale. Hein. Après, on peut intervenir donc, pour les naissances multiples ou maternité, 2 heures, quoi, pas plus. Hein. Donc, en règle générale, on fait avec la famille. On soutient la fonction de parentalité. Enfin, vraiment, on aide nos parents. Par exemple, le soir, on fait surtout du soutien scolaire. Et donc là, on aide nos parents à faire les leçons. On ne fait pas à la place. Voilà. Même dans les autres interventions, hein, même en visite, enfin, on ne fait pas à la place. On laisse le parent faire et voilà. On est là pour aider éventuellement. Pour soutenir, pour éventuellement montrer des manières de faire, j'imagine des choses comme ça. Vous parliez de naissances multiples, ça peut être aussi s'occuper avec le parent des enfants sur des toilettes, sur des choses comme ça. Voilà, ça peut être, en rapport avec l'enfant, le bébé, enfin les bébés, les bains, donner les pipons, enfin voilà tout ça. Mais on peut aussi faire de la cuisine, prendre le balai. On fait passer beaucoup de choses avec le balai. Voilà.
En fait, c'est toute une éducation aux parents aussi. Et un accompagnement, quoi. Alors, Voilà. on a une question dans le chat, justement. Est-ce que la part d'entretien de la maison est importante? De moins en moins. De moins en moins. De moins en moins. Enfin, il y a quelques années, oui, ça avait une grande part de tout ce qui est vie quotidienne. Mais maintenant, de moins en moins. Et on a également une autre question. Quels seraient les points de vigilance à travailler en formation TISF afin de faciliter les prises de poste? Selon vous, voilà, qu'est-ce qui… À l'heure actuelle, je pense, enfin, moi, j'ai toujours suivi tous les ans, je fais des formations, c'est très important. Je pense qu'il est important de se former. À l'heure actuelle, je pense que les stagiaires, il faut vraiment qu'ils se… Ouais, je sais pas comment dire, mais par rapport aux écrits professionnels, il va falloir vraiment se positionner et approfondir les écrits professionnels parce qu'on est amené à faire des rapports sur les familles de plus en plus. Et ça, on sent qu'il y a un petit manque là au niveau de la formation. Mais bon, après, on peut se former. Hein, on est passé par là. C'est des choses qui sont proposées en formation continue, justement. Pardon. Ouais, c'est des choses qui sont proposées en formation continue, travailler sur des écrits professionnels, sur des choses comme ça. Oui. D'accord. Alors, n'hésitez pas s'il y a d'autres questions à réagir dans le chat, hein, profitez de la présence de Madame Grimaud et d'Hélène Reverdy. Je vais effectivement repartager l'écran pour vous présenter rapidement des opportunités de formation donc, sur le territoire. Alors, il y a un projet, donc c'est Uniformation qui a travaillé dessus avec le CEFRAS, donc Centre de formation, sur un diplôme de TISF, donc un démarrage le 2 novembre et une sortie le 30 juin 2023. Et donc, la particularité là, de cette session de formation, c'est qu'elle est en alternance. Donc, contrat d'apprentissage ou contrat de professionnalisation ou Pro A. Pro A, si j'ai bien compris, Hélène, c'est pour les personnes qui sont déjà salariées, qui voudraient se professionnaliser au diplôme de TISF. Oui, c'est ça. C'est en fait, quand on parle d'alternance aujourd'hui, on parle de 3 dispositifs. Effectivement, il y en a 2 qui sont des dispositifs de recrutement et un dispositif, donc la PROA, promotion par alternance, donc soit en évolution, soit en reconversion, mais c'est pour effectivement des salariés déjà en poste, en effet. Ok, donc vous voyez effectivement, il y a 5 employeurs, 5 associations qui sont partenaires hein, sur ce recrutement. Donc l'ADMR 85, l'ADMR 44, l'ADT 44, l'ANADOM et l'AAFP. Évidemment, le support là qu'on vous présente vous sera envoyé. On vous enverra un lien vers un mur de ressources où vous retrouverez ces supports et puis un certain nombre d'autres choses qui sont présentées ou qui nous ont servi dans la préparation du webinaire. Je précise également qu'il y a une formation également avec le CEFRAS à Angers pour le diplôme de TISF. Et donc, en l'occurrence, il y a une session qui démarre le 25 octobre 2021. Vous retrouvez hein, ces informations sur les formations sur le site Pro Choisir mon métier Pays de la Loire. Je ne vois pas d'autres questions pour le… Oui, je peux rajouter quelque chose, Bertrand. Je voulais juste dire pour ce projet que nous travaillons ensemble, donc avec effectivement l'OPCO et puis les employeurs et le centre de formation, c'est pour répondre alors, effectivement, ce déploiement de l'alternance hein, avec l'apprentissage, surtout avec l'apprentissage, mais c'est aussi d'avoir pu réunir les différents acteurs pour trouver une solution qui soit à la fois acceptable et pour un centre de formation et pour des employeurs. Parce que jusqu'à présent, les formations qui étaient dispensées, alors il y avait de l'alternance évidemment, mais voilà, ça pouvait être, alors je ne sais pas sur celle d'Angers, je ne sais pas si c'est 3 semaines en centre, 2 semaines en entreprise ou inversement. Là, on a vraiment essayé de trouver des solutions qui soient acceptables pour l'entreprise parce que l'entreprise, elle a besoin d'avoir ces apprenants effectivement dans l'entreprise pour effectivement pouvoir aussi acquérir des compétences liées à cet environnement précis.
Voilà, donc c'est le travail qui a été mené et c'est pourquoi effectivement il y a vraiment ce rythme-là de 3 jours en entreprise et 2 jours en centre. Voilà, c'était juste la précision que je voulais faire. Ok. Merci, merci Hélène, merci Madame Grimaud. Pas d'autres questions pour le moment dans le chat. On va passer la parole à Monsieur Botton, donc, qui va nous présenter la structure Inalta et puis évoquer donc la question des problématiques de recrutement, notamment auxquelles Inalta est confrontée actuellement. Bonjour. Bonjour Monsieur Botton. Merci de me laisser la parole. Alors, la présentation d'Inalta ne vaut évidemment qu'à titre illustratif dans le cadre de cette séance ici, pour venir illustrer en effet, du point de vue de l'employeur, cette question liée au métier du social. Inalta, vous l'avez indiqué, est présente sur trois départements des Pays de la Loire, Mayenne, Maine-et-Loire et Sarthe. Ce sont sur ces 3 départements 19 établissements et services. Alors, si on fait référence au premier slide indiqué tout à l'heure sur les situations, on est plutôt du côté, ce qui concerne de la maltraitance et de la délinquance, et sur l'éducation, plutôt l'éducation spécialisée. Même si le spectre de nos activités est large, va de la prévention jusqu'à l'éducation sous contrainte, que l'on pourrait illustrer avec les centres éducatifs fermés ou les centres éducatifs renforcés, et donc plutôt des enfants confiés par multirécidivistes et confiés par la justice. Nous avons aussi des missions de soutien à la parentalité dans le cadre de missions des caisses d'allocation familiale. Ces 19 établissements et services, ce sont à peu près 5500 enfants ou adolescents qui sont accompagnés sur une année. Le budget d'Inalta est aujourd'hui de 31 millions d'euros. C'est pour indiquer voilà, la taille de cette organisation aujourd'hui. Merci pour le slide. Voilà, j'en suis à peu près ici. Donc, les informations que je vous livre sont plutôt des informations relatives au thème, qui sont des informations de synthèse RH qui viennent illustrer ce qui a été déjà évoqué, à savoir voilà, un taux de progression des effectifs sur 5 ans à plus 15%. Aujourd'hui même, on est à plus de 500 salariés. Et après une opération de filialisation, puisque nous avions une activité de centre de formation qui, en 2019, a été filialisée dans une association qui s'appelle Inalta Formation, aujourd'hui où il y a 110 salariés. Donc, ce plus 15% est bien relatif exclusivement aux missions d'éducation spécialisées ou aux missions sociales. Ces 497 salariés au 31/12/2020 donc, représentent 460 ETP. La répartition hommes-femmes est une répartition habituelle du secteur qui est le nôtre, social, médico-social, et une indication sur le nombre de contrats à durée indéterminée qui sont à 85, qui sont le standard, je dirais, et ce vers quoi, en tous les cas, nous aspirons. Les CDD que nous avons chez nous, les 15%, représentent, et c'est pas, il faut l'indiquer aussi, exclusivement des CDD de remplacement, puisque le secteur est aussi impacté par des questions d'épuisement, d'arrêt de travail. Ces 422 contrats à durée indéterminée, il y a 66 cadres techniques ou hiérarchiques. Quand on parle de cadres techniques, chez nous, ce sont essentiellement des psychologues. Et 37 cadres hiérarchiques, la moyenne d'âge de 43 ans, pour fixer aussi il y a une photo de nos salariés, avec une ancienneté moyenne de 9-10 ans. L'évolution aussi de l'ancienneté moyenne dépend aussi de la manière dont on étend nos activités, de son développement, puisque lorsqu'on crée un nouveau service, c'est souvent de jeunes professionnels qui l'intègrent, et donc notamment sur l'hébergement, et donc qui viennent minorer la moyenne d'âge ou l'ancienneté dans l'organisation. Un focus sur, pour vous fixer les esprits sur la nature des activités dans ce champ
du social. Alors, je dis bien du social parce que, vous voyez, il y a chez nous une petite activité qui est médico-sociale, donc on est plutôt représentatif du social et de la protection de l'enfance dans le cadre associatif. Les actions médico-sociales, on peut avoir avec notre sujet, puisque là, on a essentiellement au centre médico-psychopédagogique, on a essentiellement des techniciens, psychologues, psychomotriciens, orthophonistes, voire médecins. Donc, cette présentation a l'avantage d'indiquer que certes, il y a des actions socio-éducatives avec hébergement, qui sont les établissements où sont confiés les enfants placés, mais la grande majorité aujourd'hui, et c'est la tendance quand même qu'il faut souligner, qui vient à nouveau d'être illustrée par l'intervention de la technicienne d'intervention sociale et familiale, nos interventions se situent à partir du domicile, puisqu'aujourd'hui, y compris les placements d'enfants confiés, s'organisent à partir du domicile. C'est-à-dire que c'est la tendance lourde, je dirais, de l'évolution du secteur, de faire en sorte que dans le cadre de la prévention et de la diversification, il faut bien avoir en tête cette dimension de la diversification des actions du social, les choses se passent plutôt du côté du domicile de l'enfant et du domicile de ses parents, y compris pour des placements, ce qui nécessite des interventions de TISF en effet, mais des interventions notamment lorsqu'on est sur des publics jeunes, des 0-3 ans, des interventions au domicile quotidiennes. Ici, nous avons une représentation d'une part de la présence de d'INALTA sur les 3 territoires indiqués, mais aussi par rapport aux établissements et services, la proportion de salariés, la répartition des salariés. Il y a un service qui s'appelle CEMO 112, on est sur de l'action éducative en milieu ouvert. C'est l'établissement qui présente la plus grosse proportion de salariés. On a le PADA qui est en Mayenne et qui, lui, est un établissement d'hébergement. Donc, ce n'est pas parce qu'on est sur de l'hébergement qu'il y aura plus de salariés. On est bien, je pense qu'il y a une répartition assez équilibrée entre du milieu ouvert et de l'hébergement. Mais il y aura une distinction au niveau des métiers, puisque il y a quelques obligations et quelques contraintes réglementaires qui font que du côté du milieu ouvert, on aura du personnel qualifié, c'est-à-dire présentant un diplôme d'État, assistant de service social, éducateur spécialisé, majoritairement. D'accord. Je viens de me faire communiquer, justement, pour pouvoir avoir une illustration de ce que j'évoque là, la profession d'éducateur spécialisé, chez nous, chez INALTA, est dans la proportion de 54%. Mais les services de milieu ouvert ont cette obligation réglementaire de devoir recruter du personnel avec diplôme d'État. Ce n'est pas, même s'il faut tendre à la qualification évidemment du personnel sur les établissements d'hébergement, ces services-là, ces établissements-là offrent beaucoup plus d'opportunités, de promotion, et c'est à partir de ces établissements-là que l'on déploie de la formation pour qualifier, stabiliser et qualifier nos équipes à partir de l'identification de compétences. Alors, peut-être pour illustrer par rapport à ça, ça veut dire que c'est des professionnels qui travaillent dans un centre d'hébergement, qui ont déjà un premier niveau de diplôme dans le secteur social et qui vont évoluer vers celui d'éducateur spécialisé ou d'assistant social? Oui, ou qui n'ont pas de qualification immédiate relative au secteur, qui ont d'autres compétences, des compétences techniques par exemple, ou des compétences sportives. Ça dépend du type d'établissement, mais un centre éducatif renforcé qui axe son activité sur le sport à dépassement aura à recruter du personnel qui a peut-être des compétences du côté du sport. Par contre, il nous faudra vérifier une appétence au travail, à l'éducation spécialisée,
et la volonté de s'inscrire dans un parcours de formation, puisque c'est les garanties que l'on offre aussi du côté de nos organismes de contrôle et de nos tarificateurs. Je pense par exemple aux conseils départementaux ou sur le centre éducatif renforcé, c'est plutôt la direction de la protection judiciaire de la jeunesse. Donc oui, pour recruter sur des compétences, mais pour des gens qui s'inscriront et qu'on accompagnera, hein, puisque c'est une volonté très forte, et on a une rubrique formation dans la présentation. C'est un axe, en tous les cas, très investi par l'association, mais du fait aussi que sur certains types d'établissements, la qualification ne suffira pas à faire la bonne tenue de poste, notamment dans la rencontre avec certains publics. Oui, ceci pour illustrer encore ce qu'est Inalta au regard d'un certain nombre de critères. Hein, voilà. Okay. Ce n'est pas le plus important pour nous, puisqu'après on vient sur la question du recrutement avec une présentation qui est relative à l'année 2020, c'est-à-dire à partir du bilan social 2020, qui, vous en doutez, a été très impacté par la pandémie, mais je tenais quand même à illustrer mon propos de quelques chiffres pour qu'on puisse avoir une représentation de ce qu'est le recrutement chez nous. Hein. Donc, 1879 candidatures traitées dans notre service RH en 2020, mais on était à 30% inférieur à la situation de 2019, puisqu'il y a aussi chez nous, même si les mineurs, on n'a pas d'effet de la pandémie sur notre niveau d'activité, hein, les mineurs sont restés présents et nos interventions ont été conduites de manière quasi, entre guillemets, ordinaire. Toutefois, il y a eu des ajustements, notamment du côté des prescripteurs qui ont ralenti le rythme des entrées et des sorties, ce qui fait qu'on a pu avoir moins de candidatures à traiter en 2020. Et les interventions au domicile se sont poursuivies aussi dans ce contexte-là? Oui, les interventions au domicile se sont poursuivies avec quelques aménagements, notamment au tout début, c'est-à-dire en mars 2020, au premier confinement, où on était un petit peu perturbé par la manière d'organiser nos actions. Voilà, nous les avons maintenues en se rapprochant des services hospitaliers pour assurer, je dirais, la parfaite sécurité des salariés, de manière à cette époque-là un peu excessive d'ailleurs autour des équipements. Mais nous avons aussi continué à conduire ce qu'on appelle, à la demande des magistrats, déplacements lorsque c'était nécessaire. Donc les équipes sont restées en activité. Il n'y a que les équipes de prévention spécialisées, qui sont ce qu'on appelle les éducateurs de rue, qui interviennent sur les quartiers prioritaires de la ville, qui avaient mis leur activité un petit peu en réserve, puisqu'il n'y avait plus de présence normalement, dans la rue. Plus de présence de jeunes dans la rue. En tous les cas, voilà, plus de présence sur les quartiers politiques de la ville. Okay. Une indication aussi sur la manière dont progressent aussi les CDD, parce que les CDD qui viennent sur les remplacements, pour nous, sont aussi des professionnels qui sont observés en situation. Et c'est une richesse importante pour nous que de pouvoir mesurer et d'évaluer l'adéquation des professionnels au poste. Et donc, il y a des transformations nombreuses de CDD en CDI qui représentent en effet sur 2019 à peu près la moitié des embauches. Oui, du coup, c'est plus facile de les intégrer en termes de culture d'entreprise. Ils ont déjà acquis des repères, un certain nombre de choses. Oui, absolument. Et puis d'autant qu'on fonctionne, on a un raisonnement aussi par vivier de CDD. On a des CDD qui sont… Alors, c'est une tendance aussi, alors, je ne sais pas si elle est exclusive dans notre secteur, mais des jeunes professionnels, aujourd'hui, sont plutôt favorables au CDD, même lorsqu'on a des possibilités de CDIsation, choisissent malgré tout de rester en CDD. Ça leur permet de gérer, je dirais, leur vie professionnelle et personnelle de manière plus souple, sans doute. Donc, en 2019, voilà, on a à peu près entre 7 et 10 offres nouvelles par mois. Je viens de regarder notre site. Là, actuellement, c'est une vingtaine d'offres d'emploi qui sont à pourvoir. Avec de vraies difficultés sur des métiers comme TISF.
TISF, mais ça dépend des territoires. Les territoires de la Mayenne et de la Sarthe, qui ne sont pas des territoires où il y a des centres de formation, travailleurs sociaux, ou sont plus exposés à un déficit de candidature. TISF, par exemple, sur un service d'action éducative en milieu ouvert sur la Sarthe, nous l'avons remplacé par un poste d'auxiliaire de puériculture pour pouvoir assurer le recrutement. Autre poste, assistant de service social, nous avons 2 offres d'emploi sur Angers aujourd'hui pour création d'un service, puisque notre secteur crée des services, 2 postes à pourvoir pour lesquels on n'a pas de candidature. Autre aspect, ça me fait penser à quelque chose qu'il faut souligner, parce que vous l'indiquiez dans votre présentation, sur les compétences, le travail en équipe. C'est vrai qu'autour du milieu ouvert, la notion d'équipe pluridisciplinaire et donc de combinaison de différents points de vue de métier est aussi une tendance forte et lourde. Donc, pour pouvoir créer un service, par exemple, il nous faut pouvoir, de manière idéale, je dirais, après il faut ajuster, de manière idéale, avoir des composantes métiers différentes afin que l'analyse faite par l'équipe pluridisciplinaire soit riche de ces différents points de vue. Donc, éducateurs spécialisés, éducateurs de jeunes enfants, TISF, assistants de service social, sont des métiers qui sont amenés à collaborer avec leur propre domaine de compétences et de savoir-faire. Vous l'avez évoqué un petit peu, Monsieur Botton, en termes de canaux de diffusion de vos offres. Vous avez sur votre site internet directement, vous diffusez des offres. Est-ce que vous avez mis en place d'autres stratégies justement pour aller sourcer des candidats par rapport à vos besoins de recrutement? Alors, il y a bien sûr une dimension réseau, c'est-à-dire que sur des postes de cadre, par exemple, je pratique aussi l'animation réseau pour aller chercher les cadres avec lesquels je souhaiterais pouvoir travailler, parce que je m'assurer que les choses soient faites conformément à la qualité que nous exigeons. La diffusion, c'est Pôle emploi, sauf lorsque nous rencontrons de réelles difficultés où on passe par les ASH, parce que les ASH nous permettent de pouvoir toucher un public en poste qui peut-être souhaitera évoluer ou apporter une modification dans la trajectoire professionnelle. Donc, rarement parce que ça a un coût, mais lorsqu'on est en but avec une difficulté, les ASH nous permettent de pourvoir quand même à des candidatures. Malgré cela, il nous arrive en effet d'être en difficulté. C'est une vraie question qui nous anime, cette question de la difficulté de recrutement, que nous couplons avec la dimension du territoire. C'est-à-dire que, fort de ce que j'indiquais tout à l'heure, à savoir que nous sommes aussi en capacité d'assurer des qualifications, d'organiser des parcours de qualification, nous pensons qu'il nous faut pouvoir associer à ce potentiel de formation des ancrages territoriaux. C'est-à-dire qu'on imagine que des compétences territoriales qui seraient soit des reconversions pourraient être mieux identifiées. Puisqu'en fait, on pense qu'il y a sans doute des viviers sur les territoires qui nous permettraient de stabiliser les équipes et en même temps d'assurer des reconversions professionnelles ou des parcours de qualification. Dernièrement, nous avons face à une difficulté qui était relative à un équipement qui nécessite sans doute un dispositif d'accueil d'urgence d'adolescents en grande difficulté sur la Sarthe, maison qui restait fermée pendant quelques mois, qui viennent de réouvrir en septembre avec des recrutements qui ont été réalisés entre juin et août 2021 sur la base de rencontres que nous avons, qui ont été possibles à travers des portes ouvertes
où les professionnels, les jeunes professionnels ou les gens intéressés pour entrer dans le métier sont venus rencontrer les équipes sur leur lieu d'exercice, ont pu échanger avec elles. Et bon, ça a été plutôt facteur de succès, puisqu'on a eu pour 7 offres d'emploi, dans les cas 14 candidats, ce qui est pour nous tout à fait intéressant et peut-être presque original. Cette expérience, le développement qu'on en fait, c'est se dire qu'il faut qu'on modifie un petit peu notre modèle, nos modèles de recrutement pour être sur une forme sans doute plus équilibrée dans un rapport contractuel où on a des choses à proposer, les gens ont des choses à nous proposer. Donc, il y a quelque chose autour de la rencontre, en tout cas, très en amont de l'offre d'emploi qu'il nous faut développer. Et tout ça, sans doute aussi en lien avec cette question de l'ancrage territorial. C'est vrai que je pense que c'est une question qui se pose dans beaucoup de filières aussi, hein, la question de la rencontre entre candidats potentiels et employeurs et de la connaissance qui permettent aussi au projet de mûrir en fait pour les candidats potentiels et puis jusqu'à aboutir à ça. J'en profite pour signaler pour vous et puis pour les autres participants aussi au webinaire qu'il y a le service Rencontre Impro qui a été lancé par le Carrefour F, qui vise à permettre justement de rapprocher des professionnels qui acceptent de témoigner de leur métier et des personnes qui sont sur une recherche d'orientation. Je peux vous partager l'écran pour vous montrer en quoi ça consiste très rapidement. Donc voilà, sur le site Choisir mon métier, vous avez Rencontre Impro. Et donc, n'hésitez pas, Monsieur Botton, à inciter vos salariés à aller créer un compte pour justement accepter de parler de leur métier. Et puis à l'inverse, enfin voilà, pour y compris, je pense à Hélène Reverdy, une formation à sensibiliser aussi les employeurs sur le fait qu'ils puissent également inciter leurs salariés à créer un compte pour pouvoir parler de leur métier à des gens qui seraient intéressés. Si je prends par exemple sur le métier alors je vois éducateur de jeunes enfants, on va prendre ça, en région Pays de la Loire, vous allez voir, là on a une personne, etc., à qui dit qu'elle est prête à être contactée justement pour pouvoir parler de son métier. Donc ça peut être un moyen parmi d'autres, hein, pour parler pour favoriser en tout cas la connaissance des métiers et l'interrelation entre des professionnels et puis des gens qui sont en recherche d'orientation. Oui, c'est vrai que après l'analyse que l'on faisait d'éventuelles difficultés, parce qu'on avait tendance à dire bon, le milieu ouvert est plus attractif que l'hébergement. Je modifie mon point de vue à peu près tous les trimestres, tous les 6 mois, puisque, voilà, par exemple, cette expérience-là, c'est un établissement d'hébergement 365 jours sur 365, 24 heures sur 24, qui, dans nos représentations, pourrait être un lieu qui cumule les difficultés, un public pas facile, qui cumule les difficultés. Or, nous avons, voilà, sur l'espace de cet été, assuré nos recrutements de personnes qualifiées. Donc, voilà, parfois, il nous est difficile de recruter sur le milieu ouvert. Donc, je pense qu'il n'y a pas de vérité sur tel ou tel type d'intervention pour rencontrer les difficultés à recruter. Voilà, comme j'évoquais la formation, effectivement. Voilà, comme j'évoquais la formation qui fait chez nous, voilà, l'unanimité étant du côté des représentants du personnel que de l'employeur, il y a unanimité là-dessus sur l'investissement de l'association sur cette rubrique. Hein. Voilà, donc 288 départs en formation en 2019, mais vous le voyez là aussi avec un effet Covid, puisqu'on est en dessous de 34% en dessous de notre fonctionnement habituel. Bon, j'indique quelques chiffres pour indiquer les sommes que nous mobilisons sur la formation, qui est au-delà des exigences réglementaires, puisqu'on est plutôt autour de 3% de la masse salariale annuellement orientée sur la formation.
voilà, 4545 heures de formation avec presque 50% d'écart avec une année ordinaire. Une grosse tendance à la VAE aussi, même s'il a été indiqué 6, mais on a des projets, ça monte en puissance, on a des projets de professionnels qui vont sur ce format-là, donc avec aussi une volonté à l'intérieur de l'association d'organiser du tutorat interservice par le personnel qualifié pour venir accompagner dans l'écriture des livrets de VAE les professionnels qui s'y engagent. Et chaque salarié a à disposition un mémo formation qui lui permet de détailler la manière dont il peut investir la formation, qui, je le rappelle une fois de plus, qui est un pan de notre activité qui est très investi et sur lequel on met l'accent, oui, pour être en cohérence avec cette volonté de partir des compétences et d'assurer des trajectoires de qualification. Ok. Alors, n'hésitez pas, si vous avez des réactions, des questions auprès de M. Botton et de Mme Grimaud, Mme Reverdy, à les poser dans le chat, puisqu'il est 11h58, on va bientôt clôturer. Moi, je voulais vous communiquer aussi une information qu'on a eue par le Conseil régional sur la réforme du diplôme de DEAES, diplôme d'état d'accompagnement éducatif et social. Alors, pour rappel, je vous fais un bref rappel et puis vous retrouverez ces éléments-là dans les slides qu'on va vous communiquer. Donc, on est sur un diplôme de niveau 3 CAP-BEP qui a été créé en janvier 2016 et qui fusionnait les anciens diplômes d'État auxiliaire de vie sociale et aide médico-psychologique, avec 3 spécialités à l'époque, travail en structure, à domicile, en milieu scolaire. Donc, on est sur une formation qui est d'une durée de 10 à 24 mois et qui est accessible en formation initiale, en formation pour adultes ou en contrat en alternance, et également en VAE. L'autre élément et les éléments nouveaux par rapport à ce diplôme, donc on a eu, donc ça date d'août 2021, le référentiel a été refait, il y a une suppression des spécialités, aujourd'hui il n'y a plus de spécialités, il y a eu une intégration donc, de la formation gestes et soins d'urgence de niveau 2 dans le cadre de cette formation. La durée de la formation a été allongée également. Et puis, vous voyez, elle a été structurée également en 5 blocs de compétences, conformément aussi à la tendance de la formation de se structurer sur des blocs. Et à noter que le bloc numéro 5 est équivalent au bloc 5 du référentiel de formation d'aide-soignant qui a été réformé, lui, en juin 2021, donc qui permettra des passerelles plus faciles entre le diplôme DEAES et le diplôme d'aide-soignant. Les employeurs potentiels, pour vous rappeler, sur le diplôme d'état d'accompagnant éducatif et social, on est sur les services d'aide à domicile, les communes, les CCAS, les EHPAD, des services spécialisés dans le handicap, l'éducation nationale aussi sur l'aspect éducation inclusive et puis les structures d'accueil de la petite enfance. Alors, effectivement, dans le chat, je vois qu'il y avait une question donc du CEFRAS, en l'occurrence, sur les stages, un paradoxe qui est noté par cette intervenante en disant qu'il y a à la fois, on entend une pénurie, une tension sur le recrutement des TISF et en même temps des stagiaires parfois ou des apprentis potentiels qui ont des difficultés à trouver des stages ou des contrats d'apprentissage. Alors, je ne suis pas sûr qu'on va avoir le temps de résoudre ce paradoxe, cette difficulté, mais peut-être qu'en tout cas, c'est l'occasion de passer un message aussi en direction des employeurs sur l'importance d'ouvrir leurs portes sur des stages et sur des contrats d'apprentissage. Je ne sais pas s'il y a des réactions de M. Botton, Mme Reverdy. Si, sur la question, oui, je suis toujours en ligne, oui. Sur non, nous accueillons des stagiaires, tout type de métier. Alors, en effet, on n'a pas pu pourvoir un poste de TISF sur le Mans récemment. Nous avons peu de demandes de stagiaires TISF sur nos structures, je parle de la Sarthe ou de la Mayenne. Je crois que nous avons reçu récemment une stagiaire TISF sur les services du Maine-et-Loire.
La question de l'apprentissage est un vrai sujet qui, en effet, nous ferait déborder, puisque là où on peut mettre de l'apprentissage, en tous les cas, sur nos organisations, c'est lorsque le contrat d'apprentissage vient en plus de l'effectif autorisé sur le plan budgétaire par nos autorités. Voilà, la question de l'apprentissage aujourd'hui, en tous les cas, est une vraie problématique dans l'organisation notamment de l'hébergement. Ok. Pour ma part, ça m'est difficile de répondre à la question au niveau des stages. Effectivement, c'est plutôt les employeurs qui seraient en mesure de répondre. Pour autant, je pense que ça peut paraître compliqué d'avoir des stagiaires du fait effectivement, il y a des obligations. Quand on se déplace au domicile des familles, il faut être en binôme. Enfin, voilà, je pense que c'est déjà des structures qui sont déjà qui ont des contraintes importantes de planning, au niveau des salariés. Et voilà, c'est compliqué dans le quotidien à gérer. Je ne pense pas que ce soit voilà, qu'ils soient contre. C'est juste que c'est assez complexe à gérer. L'apprentissage peut répondre à ça. On le pense en tous les cas, effectivement, dans le fait où l'apprenti serait davantage dans la structure. Okay. Voilà, au-delà des contraintes budgétaires, effectivement, mais ça, c'est du coup, effectivement, là, on n'a pas le temps c'est multifactoriel. Donc, voilà, c'est un autre débat, en fait. Hein. Ouais. Peut-être un complément, puisque pour indiquer que nous sommes tout à fait très favorables à l'accueil de stagiaires, c'est que nous assurons aussi par ce biais-là nos recrutements de demain. Donc, on est même en train d'imaginer, puisque nous sommes loin des centres de formation, comme je le disais, en Mayenne et en Sarthe, on est même on essaie d'imaginer une capacité autonome à pouvoir régler la question du logement, puisque ces étudiants sont aussi parfois ont des logements près de leur centre de formation et ont des difficultés à se loger près des terrains de stage. Donc, voilà, aujourd'hui, on travaille même sur une prestation d'offres pour pouvoir attirer jusqu'en Sarthe et en Mayenne des stagiaires. Ok, merci pour ces précisions. Il est 12h04, je ne vois pas plus de questions dans le chat. J'espère que ça vous a éclairé sur les métiers du social, ce webinaire. Et si vous avez une dernière question, n'hésitez pas à la poser, c'est le moment. Peut-être aussi redonner un petit complément sur le métier d'assistante familiale ou les familles d'accueil. Donc, dans la préparation de ce webinaire, c'est des échanges qu'on a eus avec les intervenants. Et il y a effectivement des articles qui le relatent. Hein. Il y a une vraie question aussi, puisque un jeune sur deux, donc confié par l'ASE, l'aide sociale à l'enfance, était hébergé chez des assistants familiaux en 2018 et qu'il y a un vieillissement de la population, donc des familles d'accueil et une baisse des vocations. Et ça risque de poser un certain nombre de questions aussi à la filière. Peut-être, Monsieur Botton, si vous voulez dire un mot par rapport à ça. Alors, ça pose un certain nombre de problèmes à la filière, mais en même temps, ce qu'on a observé, en tous les cas sur le département de la Sarthe, tout à fait récemment, on a observé une progression des demandes faites par la puissance publique de créer des services, notamment ce que j'évoquais tout à l'heure du placement éducatif à domicile. Donc un engagement fort de la collectivité sur un développement des prises en charge. Mais on s'est rendu compte aussi qu'à travers les statistiques de l'Observatoire départemental de la protection de l'enfance, par exemple, ça s'accompagnait d'une baisse des accueils chez les assistants familiaux. Donc, il y a une évolution sans doute qui s'opère entre, je pense que c'est sur le département de la Sarthe, c'est dans les 5 ans qui viennent, il y a 30% des assistants familiaux qui vont être à la retraite. Donc, couplé à la baisse des vocations, mais malgré tout, la nécessité de maintenir le service éducatif, donc un transfert plutôt vers les institutions qui assurent par des professionnels aussi la prise en charge. Donc, voilà, le développement du secteur est aussi du côté des
associations, est aussi, je pense, à mettre un lien avec le repli des accueils chez les assistants familiaux. Ok. Dernière information, il y a un événement donc, qui a lieu sur le Maine-et-Loire le 11 octobre, qui s'appelle le Tremplin des métiers du domicile. Donc, ça a lieu à Terra Botanica avec d'autres petits événements aussi, hein, les 12, 13, 14, 15 sur le Maine-et-Loire. Vous avez le programme complet auquel vous pourrez accéder. Donc voilà, si vous souhaitez parler aux personnes que vous accompagnez, donc des métiers du domicile, sachez que voilà, sur cet événement-là, elles pourront rencontrer des futurs employeurs éventuels et trouver de l'information sur ces métiers. Et vous le verrez aussi hein, dans le Padlet qu'on va vous partager, que je vous montre maintenant à l'écran. C'est une vraie problématique. On voit, il y a eu un article publié sur comment attirer les intervenants à domicile. Donc, c'est en l'occurrence l'ADMR de la Sarthe qui explique des stratégies sur les voitures de service, sur la question de former le personnel, etc. Tout ce qui est mis en place par les employeurs pour trouver des solutions parce qu'il y a vraiment des forts besoins en main-d'œuvre. Et puis, je vous note aussi un document que Madame Reverdy nous avait transmis sur les idées reçues sur les métiers de l'aide et des soins à domicile. On n'a pas le temps de le regarder ensemble maintenant, mais voilà, n'hésitez pas à aller regarder du côté de ces ressources qui pourront compléter un petit peu ce qu'on a vu aujourd'hui, les informations qu'on a eues dans ce webinaire ce matin. Eh bien, écoutez, merci à vous, merci à Madame Grimaud, Madame Reverdy, Monsieur Botton pour leur intervention pendant ce webinaire. Le webinaire sera enregistré, disponible sur le site du Carrefour F dans quelques jours. Et puis, à très bientôt sur d'autres actions de professionnalisation. Merci. Merci beaucoup. Au revoir. Bonne journée à tous. Au revoir. Bonne journée à tous.